Bonjour à tous, merci d'être venus et je vais partager mon écran pour que vous ayez accès au diaporama. Est-ce que vous voyez tous bien? Oui, c'est bon, Charlotte. C'est bon? Ok. Est-ce que tu veux dire un mot, Mélanie? Je vais rapidement me présenter. Donc, Mélanie Martin, conseillère environnement à Fredon Grand Est. Donc, je co-anime aujourd'hui avec Charlotte ce webinaire que vous pouvez retrouver, que vous pourrez retrouver en replay du coup sur notre chaîne YouTube, donc Fredon Grand Est. Et puis, je compilerai à la fin toutes les questions que vous pouvez poser dans l'onglet discussion en bas. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à noter tout ça et on reviendra à la fin du diaporama dessus. Voilà, merci. Alors, je viens d'admettre quelqu'un. Donc, je vais commencer par présenter la structure. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes Fredon Grand Est, donc une organisation et un réseau d'expertise unique en région. Et nous menons des actions collectives dans le domaine de la santé des végétaux, tout en respectant la santé publique et en visant la protection de l'environnement. Donc, nos activités sont organisées en deux pôles principaux. Donc, dans le pôle environnement, nous avons des activités d'études, d'animation, de conseil, de sensibilisation et de communication sur des thématiques assez transversales pour les collectivités et les structures privées. Donc, on peut travailler sur la gestion et l'entretien durable des espaces verts, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, les espèces exotiques envahissantes, donc qui sont le thème que nous allons aborder aujourd'hui, patrimoine arboré, gestion des déchets verts, gestion de l'eau, aménagement des espaces. Donc, tout ça, ce sont des thématiques vraiment sur lesquelles nous pouvons travailler. Nous avons des partenaires, donc la région Grand Est et l'agence de l'eau Rhin-Meuse, et également donc pour la partie alsacienne de nos actions, des fonds européens, donc FEADER, qui sont mis à disposition. Hop. Alors, pour la partie pôle santé du végétal, nous avons également un réseau de surveillance biologique du territoire, un suivi de fermes défis, donc engagées dans l'éco-phyto, le suivi du bulletin de santé du végétal, un suivi du passeport phytosanitaire européen. Bref, on est présent sur pas mal de fronts et on rayonne sur la région Grand Est. Puisque nous avons 4 sites, je gère les admissions en même temps. Donc, nous avons 4 sites. Le siège social de Fredon est basé à Reims. On a une antenne à Saint-Ponge également et 2 sites, on va dire, qui ne sont pas les sièges, mais qui sont des sites principaux, à Malzéville et à Célestat. Donc, on a vraiment gardé une dimension territoriale et on tient vraiment beaucoup à cela. Donc, voilà comment va s'organiser le webinaire. On va faire, on va dire, plusieurs parties. Donc, une introduction assez générale sur la définition des espèces exotiques envahissantes végétales. Donc, définition, caractéristiques, voies d'introduction, de dispersion, les impacts, le cadre réglementaire et ensuite, il y aura le focus sur certaines plantes exotiques envahissantes. Donc, on va aborder les ambroisies, la berce, les lentes, les renouées, le solidage, arbres papillons, robinier, faux acacia et plusieurs autres encore. Donc, on va commencer par les espèces exotiques envahissantes végétales. Qu'est-ce que c'est? Donc, pour vous, qu'est-ce qu'une plante exotique envahissante? Donc, étant donné qu'on a coupé les micros, on ne va pas pouvoir faire ce petit jeu-là. Mais il y a plusieurs définitions qui ont été données sur une espèce exotique envahissante, mais il y en a quand même certaines qui font consensus à l'échelle internationale, notamment celle de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du Programme mondial sur les espèces exotiques envahissantes, qui définit une EEE comme étant donc une espèce non indigène, donc c'est la définition du mot exotique, dont l'introduction par l'homme a été soit volontaire, soit fortuite, mais dont l'implantation et la propagation de cette nouvelle espèce vont menacer
les écosystèmes, les habitats et également les espèces indigènes avec des conséquences qui peuvent être écologiques, économiques et ou sanitaires et toujours de façon négative. Donc, quelle est la définition entre, la différence entre invasif ou envahissant? Donc, invasif, c'est plutôt pour une population étrangère à l'endroit considéré. Donc, ça va être un terme employé par certains spécialistes uniquement si des dégâts sont perceptibles. Et envahissant, ça peut également désigner une espèce introduite, mais une espèce, aussi bien une espèce introduite qu'une espèce locale qui va se multiplier soudainement sans qu'on ait forcément une explication. Donc, invasif, c'est toujours une population étrangère. Donc, ça sera le cas des plantes qu'on va aborder aujourd'hui. Mais envahissant, ça peut désigner donc une plante locale qui soudain va se multiplier. Et donc, on peut considérer que les orties ou les ronces vont avoir un caractère envahissant à certains moments, alors qu'elles n'auront pas de caractère invasif puisque ce sont des plantes locales. Donc, quelles vont être les caractéristiques des espèces exotiques envahissantes? Elles vont être très, très résistantes. Elles vont avoir une très forte adaptabilité aux nouveaux milieux. Donc, même sur des milieux très perturbés, ces espèces vont trouver le moyen de proliférer. Et elles vont avoir également une caractéristique de fertilité qui va être très, très importante. Elles vont se reproduire très, très bien, que ce soit de façon végétative, donc par bouture ou autre, ou de façon sexuée avec le fait de faire des graines. Elles ont une très bonne dissémination par les graines, une très bonne reprise grâce à la fragmentation des tiges et des racines, et une croissance importante, car elles n'ont pas forcément de prédateurs ou de concurrents dans le milieu sur lequel elles sont introduites. Donc, les espèces exotiques envahissantes suivent toujours le même schéma de dispersion. Donc, elles sont toujours introduites à un moment donné, donc par l'homme, soit par une action directe ou indirecte. Hein. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui revient avec une espèce de plante parce qu'on la trouve jolie et on l'introduit toujours dans le milieu comme par ces moyens-là. Cette plante, elle va avoir une phase d'acclimatation, c'est-à-dire qu'elle va se développer, elle va s'acclimater aux conditions du milieu dans lequel elle arrive et qui va être son nouveau milieu de vie à partir du moment où elle est arrivée. Une fois qu'elle est acclimatée, cette plante, elle va finir par se naturaliser. Donc, elle va devenir capable de se reproduire durablement dans le milieu où elle est installée. Les populations vont devenir viables et vont être capables de se propager sans l'intervention humaine. Donc là, vraiment, elle s'installe dans le milieu dans lequel elle a été implantée. Elle s'installe tellement bien qu'elle finit par proliférer. Donc, on a une explosion démographique des populations naturalisées, une expansion géographique qui va être souvent très, très rapide, au point de devenir donc invasive. Cette espèce devient invasive et elle finit par prendre la place des espèces qui devraient être présentes dans le milieu naturel si cette plante envahissante n'était pas là. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, ces plantes exotiques envahissantes, elles ont forcément des conséquences. Ces conséquences, elles peuvent être pour la biodiversité. Ça va être, les espèces invasives vont être la seconde cause de l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale après la destruction des habitats naturels. Donc, une plante qui prend la place d'une autre plante, ça fait que la plante qui devait être présente de façon initiale n'a plus son milieu de vie pour se développer et du coup, elle ne peut plus pousser et elle finit par ne plus avoir les conditions pour se développer et elle finit par disparaître de certains milieux. Ce sont également des plantes qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. Elles peuvent provoquer donc d'importants problèmes de santé, donc des allergies, des brûlures, donc pas forcément toutes, mais on en a certaines qui ont des conséquences sanitaires très très importantes. Donc on va les aborder notamment pour l'ambroisie et la berce, mais ce sont des conséquences qui peuvent avoir donc des effets sur la santé et de fait avoir des conséquences également pour l'économie, puisque c'est des plantes qui vont faire qu'on va avoir des dépenses de santé qui peuvent être importantes.
Ça peut aussi être des conséquences pour l'économie, puisqu'on va devoir restaurer le milieu qui a été dégradé, donc soit par des campagnes d'arrachage ou autres. Donc la restauration d'un milieu dégradé va coûter de l'argent et ça peut se chiffrer par des coûts très conséquents. Donc on estime entre 9 et 12 milliards d'euros en 2010 les dépenses qui ont été liées aux espèces exotiques envahissantes. Donc, on peut également avoir des espèces, des plantes invasives qui vont coloniser des parcelles agricoles, qui de fait vont entrer en compétition avec la culture qui était installée, qui vont provoquer des pertes de rendement, et ce qui fait qu'on va avoir également donc, des conséquences économiques liées à ces pertes de rendement. Donc, voilà pour les principales conséquences. Après, on affinera plante par plante pour voir un peu quelles sont les conséquences liées à telle ou telle plante. Donc, on a un cadre réglementaire pour ces espèces exotiques envahissantes. On a des espèces exotiques envahissantes qui vont être réglementées. Donc, ça va être le cas des espèces qui vont être classées nuisibles à la santé, donc notamment les 3 espèces d'ambroisie, donc ambroisie à feuilles d'armoise, ambroisie à épilis et ambroisie trifide. Donc, celles-ci, elles sont classées donc nuisibles à la santé et elles sont vraiment reconnues au niveau réglementaire. Elles sont vraiment classées avec des plans de lutte qui doivent être mis en place. Ensuite, au niveau de l'Union européenne, on a des espèces végétales qui vont être inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes qui sont considérées comme préoccupantes pour l'Union européenne. Donc, sur la liste de ces espèces exotiques envahissantes préoccupantes, on va retrouver la berce du Caucase, les lentes glanduleux, 2 espèces de jussie et encore d'autres plantes. Par contre, on ne va pas retrouver certaines plantes que vous connaissez, je pense, tous, qui vont être les renouées asiatiques, les solidages, l'arbre papillon, les robiniers Phoacacia et les sumacs. Donc, ces espèces-là, ce sont des espèces végétales qui ne sont pas réglementées. Donc, elles ne sont pas nuisibles à la santé. Elles ne sont pas considérées comme préoccupantes pour l'Union européenne. Pour autant, on peut considérer qu'elles sont bien espèces exotiques envahissantes avec des conséquences qu'on a pu voir précédemment. C'est simplement qu'elles n'interviennent pas dans le cadre réglementaire. Après, si vous voulez plus d'informations sur les textes réglementaires, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous aurez mon adresse mail à la fin. Je pourrai vous envoyer les textes de façon plus détaillée si vous le souhaitez. Donc, au niveau de la perception des espèces exotiques envahissantes, même la perception de ces espèces-là est controversée au sein du monde scientifique. Pour certains, on va avoir donc des impacts de ces espèces exotiques envahissantes sur l'érosion de la biodiversité, et pour d'autres, cet impact va rester à démontrer. On va considérer donc que les espèces exotiques envahissantes sont opportunistes, qu'elles vont prendre la place d'espèces autochtones qui ne trouvent plus les conditions souhaitées et qui vont délaisser leur milieu. L'envahisseur peut alors se substituer dans certains cas à une espèce autochtone qui va être défaillante, et l'espèce invasive, ça devient une aubaine pour les prédateurs autochtones. Et donc, pour certains, vouloir lutter contre les espèces invasives, certains se posent la question de savoir si ce n'est pas chercher à défendre une bonne nature, à savoir si la biodiversité locale contre la mauvaise nature aurait vraiment une force. Donc, en gros, certains chercheurs vont se demander si lutter contre les espèces exotiques envahissantes, c'est une bonne solution, ou s'il ne faut pas plutôt chercher à les accepter dans le milieu naturel. Donc ça, c'est plus une ouverture d'esprit et un questionnement posé à chacun sur la place de telle ou telle espèce dans le règne de la vie, en fait. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la reconnaissance des espèces exotiques envahissantes. Et on va commencer donc par les renouées asiatiques, donc, que vous connaissez, je pense, pour la plupart, puisqu'elles sont quand même assez implantées sur le territoire. Donc, les renouées asiatiques, elles désignent plusieurs espèces de renouées. On va retrouver la renouée du Japon, la renouée de Sakhalin
Et on va retrouver un hybride entre ces deux renouées, donc renouée du Japon et Sakhaline qui vont se mélanger pour former donc Rhenotria bohemica, qui est donc un mélange de ces deux espèces. Ces renouées asiatiques, elles sont originaires de l'Himalaya, de la Chine et du Japon, donc vraiment, comme son nom l'indique, du continent asiatique. Elles se disséminent donc par le vent, par l'eau et également par le transport de terres infestées. Donc ça, c'est vraiment un gros moyen de contamination de nouveaux milieux pour elles. C'est lorsqu'on a des tractopelles ou des engins qui vont déplacer de la terre souillée. Il faut un très petit fragment pour qu'elles puissent repartir. Donc, c'est vraiment un gros facteur de dissémination pour elles. On dit qu'il faut un petit fragment gros comme un ongle pour que ça reparte. Donc, que ce soit un fragment de tige ou de racine, donc il ne faut vraiment pas grand-chose. Donc, au niveau de son habitat et de son indicateur, elle aime vraiment bien les milieux frais, assez riches en azote. Donc, c'est principalement sur les bords de cours d'eau qu'on va la retrouver. Ce sont des milieux qui vont être régulièrement perturbés par l'homme et ça peut également être une plante bio-indicatrice qui va signifier la présence de métaux lourds dans le sol également. Donc, c'est une plante qui affectionne des milieux assez particuliers. Donc, elle, son principal impact, c'est vraiment sur la biodiversité. Donc, c'est une plante allélopathique, c'est-à-dire que ses racines vont produire des composés chimiques, donc qui vont être phytotoxiques pour les plantes voisines. Donc, ça va émettre des substances et les plantes qui vont pousser à côté d'elles ne vont pas supporter la présence de cette substance allélopathique et de fait ne vont plus trouver les conditions adéquates pour se développer. Donc, cette plante, la renouée asiatique, elle produit un feuillage très, très abondant qui va priver la flore locale de lumière et qui, de fait, va lui permettre de ne plus pousser. Donc, ça peut produire également une litière très dense au sol qui va se décomposer assez mal et qui, du coup, limite encore le développement des autres plantes. Et on a également une altération physique par l'érosion des berges, puisque la renouée, une fois qu'elle est implantée sur les berges de cours d'eau, elle se développe, mais il n'y a plus forcément de rétention de la berge à proprement parler. Et du coup, les cours d'eau vont souffrir de ne plus être maintenus comme ils devraient l'être. Donc, au niveau des critères de reconnaissance, on a des fleurs blanches en grappe, donc pour les deux espèces. On va avoir des feuilles qui vont être assez grandes, alternes, des fruits qui vont être un peu membraneux. Et ce qu'on constate, c'est que la renouée Sakhaline a des feuilles qui vont être encore plus grandes que la renouée du Japon. Donc, chez Sakhaline, la taille des feuilles peut atteindre une quarantaine de centimètres, alors que c'est plus petit chez les renouées du Japon. Donc, quand ça pousse, que c'est tout jeune, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a une petite tige qui sort du sol avec quelques feuilles qui sont en général entortillées au début et qui se développent, qui s'ouvrent assez rapidement. Et il faut savoir qu'au printemps, lorsqu'elle a des conditions de vie qui lui sont favorables, la renouée asiatique, elle est capable de prendre une dizaine, voire une quinzaine de centimètres par jour. Donc, c'est vraiment une plante qui pousse très, très vite. Donc, grosso modo, on a souvent une forme de feuille un peu en cœur, que ce soit Japonica, Sakhalinum ou l'hybride. On retrouve une feuille en forme de cœur qui est assez caractéristique. Donc, concernant les méthodes de lutte contre la renouée asiatique, on distingue donc plusieurs méthodes. Méthode préventive, donc occupation du terrain. Donc, on cherche au maximum à avoir des espèces ligneuses endémiques de chez nous qui vont occuper l'espace pour limiter la place à la renouée du Japon. On peut également installer un géotextile afin d'empêcher la croissance de la renouée par manque de lumière. Donc là, on a des meilleurs résultats quand on vient marcher sur la bâche si ça finit par pousser pour casser les cannes qui relèveraient sous la bâche. Et la principale méthode préventive, ça va être de veiller à ne pas transporter de terre infestée, car vraiment, il suffit d'un tout petit morceau pour que ça reparte. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Une fois qu'elle est implantée, cette plante,
Si on a des petits spots, voilà, une petite station où on essaye vraiment de l'éradiquer, l'arrachage manuel fonctionne très bien. Les jeunes pousses vont être assez faciles à arracher. Donc ça, c'est à réaliser le plus tôt possible en saison. Dès qu'elle commence à sortir, on essaye au maximum de l'arracher. Les racines vont rester difficiles à atteindre. Il faut savoir que c'est une plante qui est capable de descendre très profondément dans le sol, à plusieurs mètres dans le sol. Donc, il faut vraiment les prendre très, très tôt pour pouvoir s'en sortir rapidement. Une fois qu'on a une station qui est un peu plus importante, la fauche répétée va être conseillée. Donc, réaliser 6 à 8 fauches pour affaiblir la plante donc durant toute sa période végétative. Et par contre, il est conseillé de ne pas broyer les tiges, mais de faucher. Donc, on coupe l'ensemble de la plante. Idéalement, on essaye de le mettre en sac pour que ça sèche et que ça ne puisse pas repartir. Et soit on les place dans les déchets ménagers, soit on peut également, donc on a un arrêté qui autorise le brûlage, donc qu'il est nécessaire de demander par dérogation. Et on peut également faire du compostage, mais là, ça nécessite également quelques précautions, puisqu'il faut qu'on soit sur du compostage assez industriel, qui va monter fort en température pour que ce soit réalisé dans de bonnes conditions. La meilleure des solutions, lorsqu'elle est possible, ça reste le pâturage, notamment par les chèvres, puisque les chèvres adorent tout ce qui est ligneux. Et donc, les renouées sont assez dures, donc assez ligneuses. Et les chèvres aiment beaucoup pâturer dans les renouées. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne bien. Lorsqu'elle est capable d'être mise en place, on a d'assez bons résultats là-dessus. Donc voilà pour la renouée asiatique. On va maintenant passer à un autre type de plante, donc qui est l'élanthe. Alors, l'élanthe, c'est un arbre qui est originaire d'Asie orientale et d'Océanie, qui a une dissémination par le vent et par l'eau et qui se multiplie très très bien par drageonnement. C'est-à-dire que lorsqu'on a un arbre principal, les racines vont drageonner et on va avoir plein de petits arbres secondaires qui vont repartir des racines de l'arbre principal. Donc, au niveau de l'habitat et des indicateurs, c'est un arbre qui est assez pionnier. Hein. Il aime bien les milieux de friches, de décombres, de réseaux routiers, ferroviaires, parfois des grèves sableuses, graveleuses de rivières également. Tout ça, ça lui convient très bien. On a des grands linéaires d'élanthe en bord de route, notamment d'autoroute. Sur les talus, on a des pans entiers qui sont contaminés avec cet arbre. Donc, il suit les chemins qui sont tracés par l'homme hein, pour se disperser. Donc, au niveau de l'impact sur la biodiversité, c'est un impact assez modéré sur la diversité des espèces indigènes. Il va envahir des sites où la diversité des plantes indigènes et la couverture végétale vont être relativement faibles. Il a également des substances allélopathiques donc, qui vont être émises par les lentes et qui vont limiter la germination des graines des autres plantes. Donc, c'est produit à partir des racines, des feuilles et des fruits. Mais au niveau du principal risque pour les lentes, ça va être un risque sanitaire puisque le pollen peut déclencher des allergies, notamment des réactions croisées avec d'autres types de pollen. Donc là, c'est principalement le pollen qui peut être problématique. Et également le contact avec la sève qui peut provoquer donc, des dermatoses. Et une exposition longue à la sève peut provoquer donc, une myocardite, donc, qui est une atteinte inflammatoire du myocarde, donc, qui est le tissu musculaire du cœur, qui va être due à certaines protéines végétales. Donc là, on a vraiment des conséquences sanitaires pour cette plante. Donc voilà à quoi ressemblent les lentes. Donc c'est un arbre. Donc là, en photo, on ne voit pas forcément le port de l'arbre dans sa généralité. Mais donc, il peut atteindre une trentaine de mètres de hauteur. Les feuilles sont vert foncé, divisées en folioles, hein, donc comme on peut le voir sur la photo du milieu. Et elles vont dégager donc une nouvelle admission. Elles vont dégager une odeur assez désagréable lorsqu'on va froisser la feuille. Donc, c'est vraiment assez insupportable même. Donc, c'est vraiment une plante qui pue. Donc, voilà, c'est un critère de reconnaissance.
L'écorce grise également avec des lenticelles, hein, donc les pores. On voit bien sur la photo de droite des petits grains. Ce sont les lenticelles en forme de losange. Et ça, c'est assez caractéristique de l'élanthe glanduleux. Donc, au niveau de la fleur, c'est un arbre qui va fleurir entre avril et juillet avec des fleurs qui vont être de couleur jaune verdâtre regroupées en inflorescences. Donc, sur la photo de gauche, on voit bien. Et ensuite, les graines vont se former entre septembre et octobre sous forme de samar qui vont être de couleur un peu rougeâtre également. Voilà pour les critères de reconnaissance. Donc, la méthode préventive pour lutter contre les lentes, c'est vraiment l'occupation du terrain, reboiser avec des espèces locales à croissance rapide pour occuper le terrain au maximum, puisque c'est un arbre qui pousse très très vite également. Donc, il faut essayer d'occuper le terrain avec quelque chose qui va pousser aussi vite que lui, voire plus vite, pour vraiment essayer de lutter de façon optimale. Lorsqu'on a l'élanthe qui est implantée sur le territoire, on peut également lutter de façon curative en essayant de réaliser des cerclages au niveau du tronc. Donc là, il s'agit d'effectuer plusieurs entailles circulaires autour du tronc avec l'objectif donc de couper les réseaux de sève et limiter donc la circulation de la sève dans l'arbre et de façon à le perturber et le faire dépérir et le faire mourir à terme. On peut également essayer de l'arracher, donc arrachage mécanique pendant ou avant la floraison pour épuiser les réserves. Quand c'est un arbre, l'arrachage est compliqué. Quand c'est un jeune drageon qui repart, on peut essayer de le faire au maximum, sachant que ça repousse très très vite. Donc c'est un travail de longue haleine parce que c'est vraiment c'est un arbre qui est très très vivace, quoi. Donc, au niveau du risque de confusion, l'élanthe peut être confondue avec une autre espèce exotique envahissante qui est le sumac de Virginie. Donc, au niveau des feuilles, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Cependant, donc, la fleur du sumac de Virginie et sa couleur ne laissent aucun doute quant à l'identification de l'un ou de l'autre. Donc ça, non, c'est pas le solidage. Ça me permet d'enchaîner donc sur le sumac de Virginie, donc qui lui est originaire des États-Unis, qui se reproduit de façon végétative et s'étend également par drageonnement. Il prolifère également le long des routes et des friches urbaines. Il va apprécier des zones anthropiques également, des lisières forestières. Ça lui convient tout à fait bien. Mais voilà, c'est un arbre qui est également encore planté aujourd'hui pour son caractère ornemental. On a des collectivités qui vont encore planter des sumacs, des collectivités ou des entreprises ou des gestionnaires d'espace qui vont encore planter des sumacs, alors que c'est donc une espèce qui est considérée comme exotique, envahissante. Donc, au niveau des caractéristiques du sumac de Virginie, donc lui, c'est plus un grand arbuste ou un petit arbre. Il peut atteindre 6 à 8 mètres de haut, avec des rameaux qui vont être assez densément recouverts de poils soyeux, des feuilles avec des folioles comme les lentes. Au niveau de la couleur, donc les fleurs vont être assez verdâtres, réunies en inflorescence, et après, ensuite, elles vont atteindre cette couleur un peu rouge. Voilà pour le sumac. Donc, au niveau de l'impact sur la biodiversité, c'est également un impact sur la biodiversité, donc avec une concurrence pour les populations végétales autochtones. Il va également dégager donc, des substances qui vont être capables de limiter la germination des plantes voisines. Et on a également un risque sanitaire puisque le latex de cette plante va être toxique et son contact avec la peau peut provoquer des allergies et des dermatoses. Donc là, c'est vraiment la sève de la plante qui est un peu comme un latex, comme le caoutchouc, qui va provoquer des réactions chez certaines personnes qui vont y être un petit peu sensibles.
Au niveau des méthodes préventives, il s'agira de couvrir le sol avec des espèces indigènes. Au niveau des méthodes de lutte curative, ça va être l'arrachage manuel, donc la suppression des jeunes plants dès qu'on va constater que ça va pousser, on va essayer de le supprimer. Et lorsqu'on est sur des sujets un petit peu plus gros, là, ça va être une coupe mécanique avec un dessouchage, coupe des rejets, pour essayer au maximum de limiter sa dispersion. Donc, on va passer au solidage maintenant, une verge d'or. Donc, on a plusieurs espèces de solidage qui sont considérées comme exotiques envahissantes en France. Donc, c'est le cas du solidage géant et du solidage du Canada. Ils sont tous les deux originaires d'Amérique du Nord. Ils se disséminent tous les deux par le vent et ils ont une multiplication très efficace au niveau des rhizomes. Eux, ils affectionnent les milieux humides, donc les berges de rivières, des marais, les prairies humides, des lisières fraîches, des milieux rudéraux également, donc des bords de route, des terrains vagues. Et on les retrouve aussi beaucoup dans les jardins de particuliers parce que c'est une très jolie plante. Donc les particuliers aiment beaucoup avoir ce genre de plante dans leur jardin. Donc on peut avoir au départ un petit massif avec quelques solidages. Et si rien n'est fait, il a vite fait de prendre le pas sur tout le reste du jardin et d'envahir un petit peu tout. Donc au niveau des critères de reconnaissance, on a une inflorescence en forme de grappe de couleur jaune, une floraison d'août à septembre et une tige qui va être glabre, donc c'est-à-dire sans poils, de couleur rouge, donc pour le solidage gigantea, oui c'est ça, parce que celui du Canada, lui, va avoir des poils. Et on va avoir également des rhizomes qui peuvent nous indiquer que c'est cette plante-là. Donc, solidage du Canada, donc lui, il a une tige verte et velue, au moins dans sa partie supérieure, des feuilles vertes qui vont également avoir des petits poils sur la face inférieure, et toujours cette inflorescence en forme de grappe de couleur jaune qui est vraiment très, très caractéristique. Donc, eux, ils ont vraiment un impact sur la biodiversité. Ils vont avoir une colonisation très, très forte des milieux. On va avoir du coup un peuplement monospécifique sur des mètres et des mètres carrés qui va empêcher et retarder la colonisation de cet espace par d'autres espèces, puisqu'il est tellement fort qu'il va vraiment occuper l'espace. Et de fait, on a vraiment une diminution de la richesse et de la diversité spécifique dans les sites envahis. On va avoir vraiment que du solidage lorsqu'on a ça dans un jardin qui ne va pas être entretenu, par exemple. Donc, au niveau de la méthode préventive, comme les autres espèces, au final, il va vraiment s'agir d'occuper le terrain, de replanter des semences indigènes pour éviter de laisser le sol à nu, puisque ce sont des plantes, quelles qu'elles soient, qui vont aimer prendre la place en première et se développer. Donc, si on ne laisse pas le sol à nu, on crée de la concurrence, on crée de l'ombre et on leur limite le champ libre et elles ont plus de mal à s'installer. On peut également installer un géotextile afin d'empêcher la croissance de ce solidage. Ne pas utiliser donc de terre infectée par des morceaux de rhizome qui coloniseraient de nouveaux espaces. Donc, comme la renouée, il suffit d'un petit fragment de rhizome pour que ça reparte et que ça envahisse un nouveau milieu. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Au niveau des méthodes de lutte curative, là, il s'agira de réaliser des fauches répétées pour épuiser les ressources de la plante avant ou pendant la floraison, donc pour ne pas laisser le temps aux graines de se former et de réinfester la terre. Donc l'idée, ça va être vraiment de faire plusieurs fauches pour épuiser la plante, puisqu'on a vu que c'est une plante à rhizome, et donc il va falloir y aller à plusieurs reprises, sinon elle va repartir de plus belle puisqu'elle aura de la réserve dans ses racines. Nouvelle plante, donc l'arbre papillon, le Buddleia. Donc lui, il est originaire de Chine. Il se dissémine par le vent, par l'eau, par l'homme, par bouturage des fragments de tiges et par les graines, puisqu'il a un pouvoir de germination qui est vraiment très très important également.
Il a un habitat indicateur donc, de milieux perturbés ouverts, donc des voies de chemin de fer, des bords de route, des chantiers, des friches, des ruines. Il pousse vraiment un peu partout et il se reproduit très très bien puisqu'on a des tout petits Buddleia qui vont faire une quinzaine ou une vingtaine de centimètres, qui vont être déjà en fleurs et en capacité de refaire d'autres graines pour contaminer de nouveau des milieux. Donc c'est vraiment une espèce qui est très très vivace, très virulente. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc son nom, pas scientifique, son nom de tous les jours, c'est l'arbre aux papillons, puisqu'on constate qu'il y a de nombreux papillons qui viennent dedans. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il est encore vendu en jardinerie et que les particuliers l'achètent encore beaucoup. C'est que c'est une plante où on pense faire une bonne action pour la biodiversité en l'installant, puisqu'il y a beaucoup de pollinisateurs qui viennent dedans. Mais il y a eu quelques études qui ont montré que en fait, les papillons ne retirent pas tant de nectar que ça des fleurs du Buddleia. Et donc, ce serait en fait plutôt une fausse bonne idée d'installer cet arbre à papillons pour la biodiversité, puisque l'impact, au final, ne serait pas si intéressant que ça. Donc, au niveau des critères de reconnaissance, c'est un arbuste qui va faire 2 à 3 mètres de hauteur, qui va fleurir de mai à octobre, donc la floraison est quand même relativement étalée, qui va avoir des rameaux assez étalés, des feuilles simples, légèrement dentées, qui vont être un petit peu blanches et pubescentes sur la face inférieure et vert foncé sur la face supérieure. Les fleurs vont avoir des déclinaisons de couleurs qui vont aller du blanc au violet selon les espèces. Donc on a différents cultivars également qui ont été créés. On en a qui seront toujours blancs, d'autres qui seront toujours roses, et on en a qui peuvent un petit peu osciller entre toutes ces couleurs. Là, au niveau de l'impact sur la biodiversité, c'est vraiment qu'il va prendre la place d'autres espèces en poussant un petit peu partout. Et donc, il n'est pas forcément consommé non plus par les chenilles. Je vous parlais tout à l'heure des papillons qui ne trouvent pas forcément le nectar nécessaire. Mais à l'inverse d'autres espèces d'arbustes, le papillon ne va pas pondre sur cet arbre et donc les chenilles ne vont pas le consommer. Donc on n'a vraiment aucun intérêt pour le papillon pour ce qui est de faire son cycle de reproduction sur cet arbre-là. On a également un petit risque sanitaire puisque le Buddleia va contenir quelques molécules toxiques, mais ça reste très très limité. Au niveau des méthodes préventives, donc, on essaye toujours au maximum de couvrir le sol avec des espèces indigènes. Et lorsqu'il est installé, on essaye de le supprimer lorsqu'on est sur des jeunes plants qui vont s'installer rapidement. Dès les premiers stades de l'invasion, on essaye de les arracher au maximum. Et lorsqu'il est installé, on essaye de faire une taille précoce des inflorescences après la floraison pour essayer de diminuer la propagation des semences et des graines. Nouvelle plante, donc le robinier faux acacia. Donc lui, c'est un arbre originaire donc, des États-Unis qui a une production importante de graines et une reproduction végétative à partir des racines qui est absolument phénoménale également. Il se reproduit d'autant mieux lorsque la plante est en situation de stress. Donc autant certaines espèces, on va essayer de s'en débarrasser en les taillant, autant lui, lorsqu'on le taille, il drageonne encore plus et il essaye de repartir de plus belle. Donc c'est pas forcément facile à combattre. Habitat préférentiel, donc milieu ouvert et perturbé. Donc bord de route également, milieux alluviaux, milieux forestiers. Donc lorsqu'on a des coupes forestières, des forêts alluviales, des forêts claires, il aime bien prendre un petit peu l'espace, la place dans ces espaces-là. Donc lui, c'est un arbre qui peut atteindre 25 mètres de hauteur avec des feuilles qui vont être de couleur vert clair, qui vont être alternes au niveau des feuilles, composées de 6 à 10 folioles, donc des petites feuilles. Des petits folioles, il y en a 6 à 10 et ça compose une feuille. Il va fleurir entre mai et juillet, les fleurs vont être blanches et parfumées.
former des grappes qui vont être très esthétiques, qui vont faire de 10 à 20 centimètres. Et ensuite, il va fructifier entre août et octobre avec des gousses, donc on peut voir sur la photo de droite. Voilà pour les critères de reconnaissance. Méthode préventive, on essaye au maximum de ne pas planter de robinier, puisqu'on a encore, pareil, hein, on retrouve encore cet arbre en vente et en possibilité de plantation. Donc, on essaye au maximum de ne pas les planter, de ne pas les semer, de ne pas les transplanter. Et lorsqu'ils sont présents, eh bien, on essaye là de les écorcer. Donc, ce n'est pas du cerclage au même titre que les lentes. Là, on essaye voilà, d'enlever l'écorce sur une plus grande surface que les lentes, c'était vraiment un cerclage. Donc, on coupait à la tronçonneuse de façon à couper la circulation de la sève. Là, on va vraiment écorcer au maximum. C'est plus long, mais ça le stressera un petit peu moins et ça va éviter de le faire repartir de plus belle. Débroussaillage des jeunes plants, donc à faire au ras du sol avec un suivi et un entretien très régulier puisqu'on a vu que le stress le faisait repartir. Donc ça veut dire qu'il va falloir y aller très régulièrement. Un arrachage manuel et également une coupe mécanique qu'il est possible de faire lorsqu'on a vraiment un abattage qui est possible. Nouvelle espèce, la balsamine de l'Himalaya. Donc, elle, comme son nom l'indique, elle est originaire de l'Himalaya. Elle se multiplie très bien par bouturage et également par graines. Elle fait partie des plantes qui sont très sympas et qu'on a tous fait à un moment donné de notre vie. C'est-à-dire qu'on touche la capsule et puis la graine se sauve à 30 cm au mieux, voire beaucoup plus loin. Donc, c'est très rigolo et c'est une très bonne façon de se disperser dans le milieu naturel. C'est-à-dire que ça s'en va un petit peu plus loin. Et pour peu que cette plante pousse en milieu humide, ce qu'elle affectionne particulièrement, en bordure de cours d'eau, on fait sauter une graine dans le cours d'eau et ça va se disséminer beaucoup plus loin sur la partie aval du cours d'eau. Donc elle aime bien les milieux aussi azotés. Donc ça fait partie des plantes indicatrices de sol qui vont être assez riches en azote. Donc, c'est une plante qui va être assez herbacée, avec un petit port un petit peu buissonnant. Elle a une tige sans poil, des feuilles qui vont être glabres, donc sans poil également, à bord denté, des grappes de fleurs qui peuvent être assez odorantes, donc qui vont aller de la couleur rose jusqu'au rouge, et qui vont avoir des longues capsules qui vont éclater donc à maturité, celles qui renferment les graines, ce qui permet de se sauver un petit peu plus loin et d'aller disperser d'autres milieux qui ne seraient pas encore atteints. Elle a vraiment un impact sur la biodiversité puisqu'elle va avoir une concurrence directe. En occupant le milieu, elle ne permet plus à la lumière de passer et de fait, la biodiversité locale n'arrive plus à pousser. Elle va être également responsable de l'érosion et de l'effondrement de berges, puisqu'on n'a que cette plante-là qui pousse. Les berges ne vont plus forcément être bien maintenues et elles vont finir par s'écrouler. Et c'est lié au fait à son cycle, c'est lié à son cycle de développement, puisqu'en hiver, la plante va disparaître, le sol va rester à nu, et du coup, le phénomène d'érosion va prendre encore plus de place. Il y a également une possibilité d'effet allélopathique sur certaines espèces, mais ce n'est pas forcément c'est pas forcément ces substances allélopathiques qui vont avoir le plus d'impact. C'est vraiment le fait que c'est pas, comme le solidage, elle est capable de coloniser des milieux très très importants et donc de ne plus laisser la place à autre chose. Méthode préventive, couvrir le sol. Méthode de lutte curative, donc arrachage manuel de la plante en fin de printemps, avant la production de graines, puisque on a vu que les graines avaient une bonne capacité de dispersion. Donc là, on essaye au maximum de ne pas la laisser grainer. Et étant donné qu'elle a des graines qui sont quand même qui ont une capacité de survie dans le sol qui peut être assez importante, ces campagnes d'arrachage vont être amenées sur plusieurs années consécutives pour éliminer le stock de balsamine qu'on aurait dans le sol.
On peut également gérer de façon mécanique avec une fauche précoce au ras du sol. Et si ce n'est pas possible, on essaye de faire une fauche avant la production des graines. Comme ça, on essaye au maximum de limiter également. Autre espèce qui peut avoir des problématiques, donc là je vais parler très très rapidement puisque nous, ce n'est pas forcément notre cœur de métier, puisqu'elle se développe là sur les cours d'eau. Ce sont les espèces de Jussie. Donc Jussie à grandes fleurs et Jussie rampante, donc originaires d'Amérique du Sud, qui elles vont se développer sur les eaux stagnantes ou avec un petit peu de courant, donc sur des zones humides, des prairies humides ou des berges. Là, elles ont très très vite fait également de recouvrir un étang. Donc là, c'est vraiment une autre problématique. Et au niveau des méthodes de lutte, là, on va être sur du faux cardage. Mais c'est un petit peu différent puisque là, on est sur un milieu aquatique. Donc voilà pour les espèces exotiques envahissantes classiques. Et on va maintenant parler donc, des espèces qui vont être considérées comme étant nuisibles à la santé. Donc on va commencer par les premières espèces, donc ambroisie. Donc, je vous disais au tout début du diapo qu'il y avait 3 espèces d'ambroisie qui étaient classées nuisibles à la santé. On en a une seule qui est présente en Grand Est. Donc, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc, toutes les ambroisies sont originaires d'Amérique du Nord, mais donc l'ambroisie à feuilles d'armoise l'est aussi. Et elle a une dissémination par l'eau, par l'homme, et assez peu de dissémination naturelle. On la retrouve dans les jardins, dans les potagers, dans les cultures, dans des terrains qui vont être en friche, dans des bordures de rivières. C'est une plante pionnière, elle n'aime pas la concurrence. Donc là, elle, dès qu'on va lui mettre de la concurrence, elle va vraiment disparaître puisqu'elle ne la supporte pas. Donc les critères de reconnaissance, ils se font donc sur les différents stades. Au stade plantule, c'est une plante qui a les cotylédons, donc les 2 premières feuilles, qui vont être bien ronds. Et lorsqu'on a les autres petites feuilles qui sortent, on retrouve la forme assez caractéristique et dentée de l'ambroisie, de la feuille de l'ambroisie. Donc au stade végétatif, elle peut prendre un port un peu plus buissonnant et elle est capable d'atteindre 2,50 m de hauteur, comme elle est capable de rester bloquée à 10 cm de hauteur. Donc la taille n'est vraiment pas un critère de reconnaissance pour cette plante. Elle va vraiment s'adapter à son milieu de vie. Donc lorsqu'elle a la possibilité, elle va monter bien en hauteur et s'étaler. Et si elle a un petit peu plus de concurrence, elle va rester un petit peu plus basse et ça ne va pas forcément la gêner pour autant. Donc les plantules et les petites plantes vont être un peu plus difficiles à reconnaître, mais c'est également possible de les reconnaître. Lorsqu'on les a vues une fois, en général, on les reconnaît bien par la suite. Donc voilà pour cette petite plante. Donc on va voir un petit peu son cycle de vie qui se passe sur une année entière. Donc au printemps, lorsqu'elle a la température, la lumière, l'humidité qui lui sont favorables, elle va se mettre à sortir de terre. Elle va croître jusqu'en été, où elle va croître même assez rapidement, donc sous forme de touffes qui peuvent être assez hautes et larges. En août, on va avoir la floraison. Donc là, les fleurs vont être complètement formées en août et les fleurs mâles vont commencer à émettre du pollen. En septembre, donc en fin d'été, donc de fin août à octobre, le pollen d'ambroisie va être émis donc par la plante. Et c'est à ce titre-là qu'elle est classée nuisible à la santé, c'est que son pollen a vraiment une très forte sensibilité pour certains. Et il suffit de très peu de grains de pollen pour déclencher des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. Donc là, c'est vraiment assez problématique. Et elle va faire ses graines à l'automne. Donc les fleurs femelles fécondées vont donner naissance donc à des semences, des akènes, qui vont se ressemer, qui vont assurer donc les générations suivantes. Mais c'est vraiment une plante annuelle. Elle fait vraiment son cycle de vie sur une seule année. Donc, au niveau de la situation en France, on constate que plus c'est foncé, plus elle est présente.
Donc, on voit que région Rhône-Alpes, ils sont très, très touchés par cette ambroisie. Et on voit que tout doucement, ça arrive par chez nous, par le sud. Donc, on a des observations en Grand Est de ces plantes. Donc, voilà notamment la carte de l'ambroisie en Grand Est. Donc, on voit que ça remonte petit à petit par le sud. Et on a également des signalements qui sont faits le long des voies de transport, donc notamment de l'autoroute. On voit que ça suit bien les tracés qui sont créés par l'homme. La plante se développe et suit donc les routes qu'on lui trace. Donc, la problématique sanitaire liée à cette plante, c'est vraiment une pollinose, donc caractérisée par des réactions allergiques au niveau des muqueuses respiratoires et oculaires. Donc, c'est vraiment voilà, une plante qui fait de l'allergie, donc le nez qui coule, les yeux qui pleurent, de l'asthme, de l'eczéma également. Il suffit de très peu de grains de pollen, donc 5 grains par mètre cube d'air, pour que les symptômes allergiques apparaissent. Donc, il ne faut vraiment pas grand-chose. Et on estime que ça représente un coût sanitaire qui est très, très important. En Rhône-Alpes, on estimait qu'il y avait 660 000 personnes, donc soit à peu près 10% de la population de la région, qui a eu besoin d'avoir recours à des soins liés à l'ambroisie, ce qui représente un coût d'un peu plus de 40 millions d'euros, ce qui est quand même assez conséquent. Donc là, on essaye de limiter les problématiques liées à cette plante en Grand Est avant de se retrouver dans la situation que connaît Auvergne-Rhône-Alpes, où la plante est vraiment implantée sur le territoire. L'ambroisie peut également avoir d'autres problématiques, et notamment au niveau agricole, puisqu'il va y avoir une perte de rendement et des charges de désherbage et de travail du sol qui vont être plus importantes. On a également des lots de semences qui vont être considérés comme non conformes, qui vont être déclassés. Et du fait des traitements qui peuvent être mis en place aussi au niveau agricole, on peut avoir l'apparition de résistance à certains herbicides qui vont être constatés. Donc, pourquoi cette photo de champ de tournesol et champ d'ambroisie? C'est simplement que l'ambroisie est de la même famille que le tournesol. Donc, on constate bien que lorsque l'ambroisie est présente dans un champ de tournesol, on ne peut pas aller désherber de façon chimique dans les champs. Donc, on a vraiment des problématiques agricoles qui peuvent être en place, en fait. Donc, au niveau de l'habitat, elle va s'installer sur des zones qui vont être mises à nu, souvent perturbées par les activités humaines. Ça peut être des bords de route, des chantiers, des cultures, des bords de cours d'eau, des friches. Et on peut également la retrouver par un autre vecteur qui va être le mélange de graines qu'on peut acheter pour les oiseaux. Pardon. Donc, lorsqu'on achète des mélanges de graines de tournesol, par exemple, il peut arriver qu'on ait certains lots qui soient contaminés par des graines d'ambroisie. Et lorsqu'on nourrit les oiseaux, au final, on se rend compte qu'on peut avoir de l'ambroisie qui pousse dans notre jardin l'année d'après, tout simplement parce qu'on avait des graines qui étaient contaminées. Alors, est-ce que je vais réussir? Admission, ouais. Alors, au niveau de Fredon Grand Est, nous, on a un plan d'action contre l'ambroisie qui a été mis en place avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui se décline sur plusieurs axes. Donc, le premier, c'est la prévention et la sensibilisation, donc avec la création d'un réseau d'acteurs qui va être identifié comme étant référent, sentinelle, voilà, l'objectif est de chercher au maximum cette plante, d'être formé pour reconnaître cette plante. Ce qui nous emmène à l'axe 2, qui est la surveillance du territoire, donc pour pouvoir détecter et gérer donc, les foyers d'ambroisie. Ensuite, on a l'axe 3, donc, qui est une lutte préventive et curative contre l'ambroisie. Et l'axe 4, donc, qui est l'animation du réseau d'acteurs autour de cette plante ambroisie. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'ambroisie, je vous invite à nous contacter via l'adresse mail donc, qui apparaît, donc ambroisie@fredon-grandest.fr.
Donc l'ambroisie, on a parfois l'impression qu'on la voit partout. C'est simplement qu'elle a des risques de confusion qui sont assez importants, notamment avec l'armoise commune, qui a ce feuillage assez découpé, hein. Donc là, on voit l'armoise en photo. La principale différence entre l'ambroisie et l'armoise, c'est que l'armoise, au niveau inférieur de la feuille, on est sur une couleur blanc-gris, alors que l'ambroisie est verte partout. Donc là, c'est la principale différence entre les deux. On a également la tanésie qui peut être confondue, mais on constate aussi que la découpe des feuilles est beaucoup plus fine sur la tanésie par rapport à l'ambroisie. Et le sénesson peut également être confondu, mais là, au niveau de la fleur, on est vraiment sur quelque chose de différent. Nouvelle plante avec une problématique de santé, il s'agit de la berce du Caucase. Donc elle est originaire de l'Europe de l'Est. Elle a une dissémination par les graines, par l'eau et également par la terre contaminée. Elle aime bien les milieux assez frais, assez riches en azote, donc des lisières de forêt, elle affectionne particulièrement. Elle aime bien ces milieux-là. Et elle a été introduite pour ses qualités ornementales, puisqu'elle est très jolie et très esthétique. Donc c'est une plante, on ne peut quasiment pas la confondre avec autre chose de par sa dimension, puisqu'elle est capable d'atteindre, on va dire, 4 à 5 mètres de hauteur. Elle est capable d'être plus petite, mais si vous avez une plante de 4 à 5 mètres de hauteur, avec des fleurs et des feuilles qui vont être assez gigantesques, puisque c'est capable de faire 50 centimètres d'envergure, vous avez forcément affaire à la berce du Caucase. Il n'y a aucune autre plante qui a ces dimensions dans le milieu naturel chez nous. Donc les feuilles vont être de grande envergure, elles vont être profondément découpées avec des bords dentés. Les feuilles vont être alternes, l'envers va être un peu lisse ou légèrement écailleux. Au niveau de la tige, elle va être robuste et creuse. Ça va faire 5 à 10 cm de diamètre, donc ce qui est quand même assez important. Recouvert de poils. Et on va avoir des nombreuses taches de couleur rouge, violet sur la tige. Donc on voit bien sur les photos, on a du vert, mais c'est vraiment clairsemé de rouge ou de violet. Au niveau des fleurs, donc elles sont disposées en ombelles et on peut avoir donc jusqu'à plus de 50 rayons pour l'ombelle principale. Ça va apparaître en juin-juillet, mais ça va apparaître uniquement sur les plantes âgées d'au moins 3 ans, puisque c'est une plante qui va faire son cycle de vie sur plusieurs années, à l'inverse de l'ambroisie où c'était sur une seule année. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus long. Donc, au niveau de la première année, elle va germer à partir d'avril. Elle va croître jusqu'en mai-juin. Et elle va commencer à faire ses fleurs en juin-juillet. Donc, pour les plantes qui ont déjà fait plusieurs années auparavant, hein, donc lorsque c'est la 3e ou 4e année, ça va fleurir. Sinon, ça ne fleurira pas tout de suite. Après qu'elles ont fait les fleurs en juin-juillet, on a les fruits qui arrivent en août. Et là, c'est une plante qui est très, très prolifique, hein. Elle est capable de faire jusqu'à 10 000 graines par plante. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et il faut vraiment agir avant qu'elle ait eu le temps de monter en graines. Sinon, on remet des graines vraiment partout. Donc, dès fin août, hein, lorsque la plante va mourir, les graines vont tomber au sol. Et à ce moment-là, on contamine vraiment des volumes de terre assez importants. Donc, pourquoi cette plante apparaît dans les plantes ayant des risques sanitaires? Tout simplement parce que sa sève est photosensibilisante. C'est-à-dire que lorsque la peau rentre en contact avec la sève et que cette peau est ensuite exposée au soleil, ça peut provoquer des graves brûlures du premier, voire jusqu'au second degré, ce qui est vraiment très, très néfaste et nuisible puisque ça fait très très mal et ça provoque des brûlures et des conséquences. La peau va être sensible pendant encore beaucoup de temps après la brûlure, donc c'est vraiment quelque chose de très nuisible.
Donc, que faire si on entre en contact avec la sève? L'idée, ça va être d'éliminer la sève le plus rapidement possible afin d'éviter d'étendre la zone en contact, hein, donc d'étendre la peau qui a été en contact avec la sève. On essaye de rincer au maximum. Donc, on éponge la région touchée avec du papier absorbant sans frotter. On essaye de laver au maximum avec du savon, de rincer abondamment, de se laver les mains, de changer les vêtements, de les laver pour éviter de contaminer d'autres parties du corps. Et on essaye, malgré tout, de ne pas exposer les zones qui ont été atteintes à la lumière, donc pendant au moins 48 heures, mais ça peut aller jusqu'à 7 jours. On essaye vraiment de limiter l'exposition au soleil pour ne pas risquer de provoquer une brûlure. L'avis d'un médecin peut également être nécessaire en fonction de la zone qui a été exposée. Si on doit manipuler la plante, donc on y va avec beaucoup de précautions. On essaye de couvrir toutes les parties de son corps, y compris donc, le visage, puisque si on a de la sève dans les yeux, ça peut également provoquer des réactions si on va s'exposer au soleil après. Donc, il faut vraiment y aller en tenue de cosmonaute pour aller voir cette petite plante. Lorsqu'on l'a manipulée, on essaye aussi de laver les outils qui ont été en contact avec la sève pour ne pas retourner après et toucher les outils qui auraient de la sève à main nue et ne pas risquer d'avoir des conséquences par la suite. Donc, on rince les gants, on rince les bottes, on rince la visière, les équipements de sécurité. On rince vraiment le maximum de choses qui a été en contact avec la plante. On lave les gants, on se lave les mains, le visage, quitte même à prendre une douche si c'est nécessaire. Donc là, la méthode préventive, ça va également être le fait de couvrir le sol, d'occuper l'espace. Et la méthode de lutte curative, ça va être l'arrachage manuel lorsqu'il y a de faibles populations. Par contre, on voit bien que si la plante a eu le temps de monter en graines, on part sur un cycle de lutte qui va être sur plusieurs années, puisque la plante va se développer donc, au minimum sur 3, 4 ou 5 ans. Donc, il faut vraiment y aller. C'est un travail de longue haleine. Il va falloir y aller plusieurs fois avant d'être tranquille. On peut également faire de la fauche avant la floraison et on peut également faire du pâturage. Donc là, c'est quelque chose qui était en expérimentation au Danemark avec donc 5 à 10 brebis par hectare. Pendant 7 ans, elles ont éradiqué la berce du Caucase. Donc il faut, voilà, ça reste expérimental, mais ça peut fonctionner. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous voulez mes coordonnées, donc les voici à l'écran. Donc vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous souhaitez avoir le diaporama. On pourra vous le transmettre par la suite. Et je vais lancer Merci, Charlotte. l'appel aux questions grâce à Mélanie pour essayer de répondre au mieux. Alors, si vous avez du coup des questions complémentaires à mettre dans le cadre discussion, n'hésitez pas. Il y a une question sur les plantes, toutes ces plantes et tous ces arbres qu'on a vus, est-ce qu'ils sont considérés comme invasifs ou envahissants dans leur pays ou région d'origine? Alors non, en général, ils ne vont pas être considérés comme envahissants dans leur région d'origine parce qu'ils ont dans leur région d'origine des ravageurs qui n'ont pas forcément été importés en même temps que les espèces végétales. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des renouées asiatiques, en Asie, on a des petits insectes qui vont les manger. Hein, et ces insectes n'ont pas été importés en même temps que les plantes, ce qui fait que du coup, chez nous, elles n'ont aucun prédateur, alors que dans leur aire d'origine, il y a des prédateurs qui s'occupent de les ralentir au moins. Voilà, c'était la seule question qu'il y avait dans le, dans le cadre de discussion. Donc, n'hésitez pas si vous voulez échanger sur le sujet ou sinon de lever la main avec les réactions pour prendre la parole. Alors, je vais couper le partage d'écran à ce moment-là et je vais vous retrouver, je pense, peut-être un peu mieux. Alors, si j'y arrive, comment on fait? Arrêter. Voilà.
Du coup, pas d'autres questions? Si, je voulais poser une question par rapport, c'est moi qui ai posé la question sur les plantes invasives ou non dans leur pays ou région d'origine. Oui. Est-ce qu'il y a eu des expériences pour importer, je sais que c'est problématique si on fait ça, les ravageurs de ces plantes? Oui, alors j'ai eu connaissance de tests qui ont été faits, je crois que c'était en Grande-Bretagne, sur l'importation de ravageurs. Le problème, c'est que bon, au départ, ça fonctionne bien. On va dire qu'elles se contentent de manger les renouées asiatiques, si on va sur cet exemple-là. Mais il y a toujours la question de savoir est-ce que en important un nouveau ravageur, on ne va pas avoir une adaptation et est-ce qu'ils ne vont pas se mettre à manger autre chose? Et donc, je crois que c'est resté au stade expérimental. Mais je n'ai pas forcément creusé le sujet. D'accord. Mais je crois que ça a été en réflexion en tout cas. Il y a une question, du coup, est-ce que l'ambroisie a-t-elle une odeur caractéristique contrairement aux plantes avec lesquelles elle peut être confondue? Je ne pense pas. Je crois qu'elle n'a pas d'odeur. Ouais, ouais. Je crois qu'elle n'a pas d'odeur. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, vous pouvez toutefois ou me donner votre adresse mail et à ce moment-là, je redemanderai confirmation à mon collègue pour être certaine de ne pas vous dire de bêtises, mais je ne crois pas qu'elle a d'odeur. Et est-ce que certaines de ces plantes ne peuvent pas être utilisées pour dépolluer certains sols? Alors, je sais que les renouées, elles poussent aussi sur les pentes des volcans dans leur milieu d'origine. Donc là, c'est des sols qui, du coup, vont être assez perturbés et pollués avec des métaux lourds qui peuvent venir du centre de la Terre. Donc oui, certaines de ces plantes vont avoir la capacité de pousser sur des milieux perturbés et du coup, d'extraire, entre guillemets, les métaux qui peuvent être présents dans le sol. Donc oui, elles peuvent avoir des caractéristiques qui peuvent malgré tout être intéressantes pour dépolluer certains sols. Mais de là à les planter pour ces critères de dépollution, je ne m'y risquerai pas forcément vu leurs caractéristiques d'expansion. Oui, c'est aussi pour ça que la renouée, on peut la retrouver sur des friches industrielles Ouais. parce que ce sont des sols très pollués. Donc, c'est une plante qui est pionnière et qui va arriver du coup en premier et qui va pomper les métaux du sol. D'autres questions? Ça n'a pas l'air. Ça devait être clair Non. alors. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas soit à recontacter Charlotte directement, soit moi-même avec, du coup, vous avez eu le lien voilà, par mail, du coup, vous avez mes coordonnées. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci à vous en tout cas et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une bonne fin de Merci. semaine.